Nous sommes le mercredi 20 août 2025, troisième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Early Tutorials pour présenter ce grand journal au studio de Swag Radio. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici les infos. 18 jours après son arrestation à Pétionville, l'ancien sénateur du département d'Enip, Nenel Kassi, a retrouvé sa liberté. Le commissaire de gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Franz Moncler, a en effet décidé de classer le dossier sans suite, estimant que les charges retenues contre l'ex-parlementaire pouvaient être maintenues. Voici un extrait signé Télé Guinée. Procéder à l'arrestation sénateur, puisqu'il s'agit d'un dossier vide. Le commissaire au gouvernement, étant que chef de la poursuite pénale, qui l'a fait appliquer la loi, il a décidé au regard de la loi. Décider au regard de la loi veut dire quoi, maître? Il a renvoyé le sénateur chez lui et il a décidé de classer ce dossier sans suite. Ça veut dire que le commissaire gouvernement il classe le dossier sans suite. Pas de charge pour le poursuivre sénateur, puisque pas de charge, donc dossier ça, son dossier classé sans suite. Nous connaissons après avis de recherche qui était décerné en l'encontre de sénateur là 18 février passé, était un rapport qui était supposé remettre par le commissaire gouvernement, ou même qui t'a assisté client là. Est-ce que le rapport ça li remettre par le commissaire gouvernement? Je dis si oui, qui ça rapport ça dit? Certainement, c'est sur le rapport ça que commissaire l'entend des sénateurs, mais pour information nous, donc à travers rapport en substance, DCPJ t'a fait quoi que, surtout dans le procès verbal, le dernier constat que vous avez fait dans le cadre dossier ça, donc vous verbalisé téléphone, donc vous pas joindre en rien pour poursuivre le sénateur. Si vous pas joindre rien pour poursuivre le sénateur, peut-être que ça le fait 18 jours dans le garde à vue. C'est seulement DCPJ qui a répondu. Donc, vous classez le dossier sans suite? Sans suite. Mais nous sommes satisfaits après l'audition du commissaire gouvernement Franz Moncler? Pas oublier que c'est droit d'un monde qui est violé. Donc, nous ne sommes pas capables de parler de satisfaction dans la violation de la loi, violer droit sénateur. Mais d'autre part, nous sommes satisfaits parce que, et au moins, la justice est campée. La justice reprend Escamp Figuili et rapport vini. Commissaire l'empruntant les temps des sénateurs pendant plus de 3 heures. Donc, les juges nécessaires, puisque pas rien dans le rapport là, pas rien du tout, qui est capable de permettre les poursuivre, les renvoyer, et dossier ça, son dossier classé sans suite. Le directeur général de l'Office d'assurance de véhicules contre tiers en VCT, Pierre-Jean-Raymond André, a dressé un premier bilan positif de son passage à la tête de l'institution. Selon lui, des avancées significatives ont été réalisées depuis son arrivée, tant sur le plan administratif que de la modernisation des services. Écoutons M. Pierre-Jean-Raymond au micro de la presse. Nous-mêmes, administration ça qui n'a pas AVCT, nous venons pour le travail avec rigueur, transparent, parce que nous croyons fermement que nous faisons l'autre au AVCT. Nous croyons fermement que nous faisons l'autre au AVCT. Et pour nous faire, il y a des décisions obligées de prendre. Je me rappelle que le AVCT a plus de 7 ans depuis que le service vignette, ça n'est capable de les vignettes, ou après assez souvent, un pile monde qui a fait police d'assurance au niveau de l'OAVCT, ils sont obligés à joindre un saut derrière police qui dit vignette à réclamer. Pendant que nous prenons comme là. Nous-mêmes, nous te dit non. Je dois vous avouer que depuis presque un mois, nous avons 400 000 vignettes et 400 000 polices d'assurance disponibles au sein de l'OAVCT. Et ceci dans tous les bureaux. Tout
bureau viennent disponible. Pas aucun usager aujourd'hui là qui prend le bureau, qui fait police d'assurance, qui pas toujours une vignette. Ça fait pendant 7 ans que vignette pas disponible au sein de l'OAVCT. Dans le bureau OAVCT, il y a des agents de sécurité que nous te joignent qui non seulement pas équipés et qui pas de formation nécessaire pour capable permettre de jouer le rôle. Nous avons environ 70 jeunes, 70 agents de sécurité pendant les 6 mois qui déjà prennent des formations et qui très bientôt nous pour mettre le certificat. Parce que nous croyons, si il y a des agents de sécurité, et première disposition que nous prenons dès mon arrivée, pour nous être capables de posséder, à non seulement équiper ces agents de sécurité, et non seulement formation et équipement, il était nécessaire pour nous connaître à qui nous en a fait. Parce que je ne suis pas capable de faire ça, moi comme directeur général, pour me fournir aux agents de sécurité, au matériel et puis après me de son gang de me débat. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le gouvernement haïtien a annoncé le lancement d'un programme national visant à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des partis politiques légalement reconnus dans le pays. Cette initiative, selon les autorités, a pour objectif de créer un climat politique plus structuré et inclusif en vue des prochaines élections prévues en Haïti. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. À Côte-Ville, là, il y a 5 gros chantiers là-dedans. Et au renouvellement personnel politique, là, ça veut dire maintenant tête pays, il y a des gens qui élus, qui pour diriger dans une série de postes, qui demandent faut qu'il fasse élection. C'est un gros chantier que, à 3 avril 2024, là, bail transition, à savoir, conseil présidentiel transition, gouvernement tout, que Excellence Ali Didier Fils-Aimé a mené et que bon côté comme un ministre délégué qui bon côté sous question ça, sous question constitution et sous question élection. À chaque fois, moi en face nous, moi en face population qui ici, qui sous réseau, qui dans la diaspora, moi toujours tiens à rappeler rôle moi, qui c'est un rôle de facilitateur, un rôle de catalyseur. Moi pas là ni pour me faire écrire constitution, ni pour me faire référendum, ni pour me faire élection. Même là pour me booster, là pour me pousser, là pour m'engager dans ce sens ça pour que yo capable d'atteindre. Mais comme nous connaissons tout que depuis 1986, au-delà de toute difficulté, nous faisons choix ça aurait la démocratie. Il y a une question de démocratie, il y a un personnel politique faut le renouveler. Il faut qu'il y ait une élection et c'est une élection pour la population qui a l'âge pour le capable de voter et l'âge tout pour le capable candidat pour la choisir eh bien moun qui pour diriger. Ça c'est un gros moment question, c'est un moment pemba que transition a mené organiser élection. Et nous connaissons élection de chita sous parti politique. Dernière année ça yo instabilité politique là vient d'ajouter sous lui dégradation. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, FERPAD, en partenariat avec le regroupement des partis émergents et alliés, PEA, a présenté la résolution finale issue des différentes assises qu'elles ont organisées autour du projet de texte constitutionnel. Écoutons un extrait. Organisé dans la suite de publication de l'avant-projet de constitution soumise à l'exécutif par le comité de pilotage de la conférence nationale CPCN, la COEPAD PEA et les organisations et partis politiques partenaires ont réalisé la synthèse des discussions et souscrit la déclaration suivante. 1. Le texte de l'avant-projet de constitution introduit des points assez pertinents par rapport aux revendications des citoyennes et des citoyens. Cependant,
le maillage institutionnel qu'ils sous-tendent manque de cohérence et ne paraît pas capable d'articuler et de garantir un fonctionnement harmonieux et la stabilité politico-administrative du pays. 2. Le processus d'élaboration de cette constitution est marqué par l'exclusion de beaucoup de groupes et de catégories sociales, dont la paysannerie. 3. Les assises nationales de la COEPAD-PEA constatent également que le processus de réforme de la Constitution donne lieu à une controverse. 5. Ces regroupements et partis politiques se réuniront en plénière dans l'intervalle du 14 au 22 août 2015. Quant à sur un premier vol en provenance de Miami, direction l'Écaille, les responsables de la compagnie aérienne ABC Air ont annoncé une nouvelle étape importante dans le développement du transport aérien en Haïti. L'entreprise a déjà démarré ses vols cargo opérés 2 fois par semaine, reliant Miami à l'aéroport international Antoine-Simon d'Écaille. Écoutons un extrait signé Téléguina. Travaillons en cours, espace cargo nous déjà finalisé, nous recevoir et suivi des agents douaniers qui déjà là dans l'aéroport pour assurer que le colis vini, nous sommes capables de recevoir. Et pour question passager, le bureau nous a préparé, nous avons un staff qui a pris formation déjà, que aussitôt que le vol possible, que nous avons des gens pour recevoir. Maintenant, pour le cargo, il est important pour que les gens connaissent, comme c'est dans le sud d'Avoye, ABC ne pas fait seulement Haïti. Donc, il est important pour que les gens mettent aller porter ou bien commander, adresse nous bien préciser, pour toujours mettre caille à côté de nous. Le premier vol cargo, et il y a un cadavre. Qui était c'était pour un moment qui était sorti et Tigouave qui vient récupérer. Donc nous voyons que c'est pas service que ABC a bien accès pour que soit capable de faire suivi pour récupérer et coller. Il y a 2-3 problèmes avec l'aéroport, structure physique que nous avons discuté avec eux. Et une fois que ça a fait, nous avons une date de lancement. Mais ce n'est pas pour date d'ici 3-4 mois. Je crois qu'avant un mois, nous avons fixé une date qui démarre. Téléphone, c'est même téléphone à ajouter dans mon livre. L'un des problèmes que nous allons résoudre, c'est avoir moins de manutention de mallette là. Mallette va sous meilleur contrôle. On voit que nous On s'écoutait le grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude. Nous irons à Kiev, le sommet de Washington, vu avec l'espoir et circonspection. À Kiev, le regard était tourné vers Washington. S'est tenue la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump et plusieurs dirigeants européens. Un sommet attendu, porteur de promesses, mais aussi des certitudes. À la capitale ukrainienne, les habitants ont suivi l'événement avec un mélange d'espoir et de réserve. Beaucoup y voient une opportunité pour relancer les discussions de paix et obtenir un soutien international renforcé face aux défis sécuritaires persistants. Voici un reportage signé Euronews. Les habitants de Kiev ont retenu leur souffle en suivant de près, avec l'espoir mais aussi avec une certaine circonspection, la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le leader américain Donald Trump et les dirigeants européens.
Lors du sommet à Washington, Donald Trump a évoqué une éventualité d'une rencontre entre lui, Zelensky et le président russe Vladimir Poutine dans le but de mettre fin à l'invasion de la Russie en Ukraine. Кожні перемовини дадуть нам якийсь позитивний результат. Тому вчорашні перемовини – це був історичний момент. Я думаю, ми всі тримали кулаки і кожен свідомий українець слідкував. Те, що це закінчення війни, я думаю, неможливо буде. Бо мені здається, якщо навіть і перемир'я в якомусь вигляді буде, це не закінчення війни. Бо це ворог, який не зупиниться на тому, на тих кордонах, які він зараз має. Après la conclusion des réunions à Washington, Trump a téléphoné à Poutine pour initier les préparatifs pour un tel sommet tripartite. Les habitants de Moscou voient les récentes vagues d'initiatives diplomatiques avec un certain scepticisme, tout en espérant un retour à la normale en cas d'accord de paix. Текущая конфликтная ситуация, она, конечно, изживет себя временем. Зависит ли от встречи там с Трампом или не с Трампом, я не знаю. Но точно это пройдет, и точно мы придем к миру. Может быть, не очень скоро. Я думаю, прежде чем не договорятся о технических моментах на тему обмена территории, этой встречи не будет. Как только уже будет согласие сторон, тогда все произойдет очень быстро, и мы будем... Poutine a exigé que Kiev abandonne le Donbass, une région minière et industrielle dans l'est de l'Ukraine, mais Zelensky affirme que la cession de territoire à la Russie constituerait une place d'armes pour une future invasion. Nous irons dans la bande de Gaza. Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme face à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza. Un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré que plus de 1800 Palestiniens avaient été tués depuis fin mai, alors qu'ils tendaient d'obtenir de la nourriture. Voici un reportage à signer CGTN News. Depuis le 27 mai jusqu'au 17 août, nous avons recensé 1857 Palestiniens tués alors qu'ils cherchaient de la nourriture, dont 1021 tués à proximité des sites de la Fondation humanitaire de Gaza et 836 tués sur les routes empruntées par les camions de ravitaillement. La plupart de ces meurtres semblent avoir été commis par l'armée israélienne. L'ONU a également condamné le blocage par Israël depuis plusieurs mois de l'entrée de tentes à Gaza malgré les ordres répétés obligeant les civils à fuir leur maison. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies indique que des fournitures de logements ont été interdites pendant environ 5 mois, laissant plusieurs centaines de milliers de personnes sans protection. Des responsables de l'ONU ont souligné que le blocus, combiné à de fortes restrictions en matière d'aide, avait poussé l'ensemble du territoire au bord de la famine. Nous irons à Washington dans ce grand journal. Le président américain a annoncé hier mardi, 19 août 2025, avoir demandé à la justice d'enquêter dans tout le pays sur des musées qu'il accuse d'être woke, notamment ceux concernant l'histoire de l'esclavage. La Maison-Blanche a annoncé la semaine précédente qu'un examen approfondi serait mené pour s'assurer de leur alignement avec la vision de l'histoire des États-Unis prônée par Donald Trump. Voici un reportage signé France 24. Les musées américains sont-ils trop critiques de l'histoire de leur pays? C'est en tout cas l'avis de Donald Trump. Dans un post sur les réseaux sociaux, le président américain s'en est pris aux établissements accusés d'être trop woke et de dénigrer l'histoire des États-Unis. Dans son viseur notamment, ceux gérés par la Smithsonian, une institution de recherche scientifique fédérale. Les musées de Washington, mais aussi à travers tout le pays, sont pour l'essentiel les derniers restes du wokisme. La Smithsonian Institution est hors de contrôle. Là-bas, on cherche uniquement à savoir à quel point notre pays est horrible, à quel point l'esclavage était terrible et à quel point les opprimés ont échoué. Rien sur la réussite, rien sur le rayonnement, rien sur l'avenir. Nous ne laisserons pas cela se produire. Conséquence, Donald Trump demande à la justice de passer au crible les contenus pédagogiques proposés par ces musées. Objectif, s'assurer de leur alignement avec sa vision de l'histoire des États-Unis. Dès le mois de mars, il avait déjà signé un décret allant dans ce sens. Une attaque qui inquiète les conservateurs. Nous continuerons à faire ce travail même si d'autres institutions ne veulent pas le faire ou le trouvent inutile. Au contraire, nous le trouvons utile. Nous considérons que cela fait partie intégrante de l'expérience américaine.
Depuis son élection, le président cible les institutions culturelles éducatives fédérales accusées de militantisme, des musées aux universités. Une reprise en main pour les expurger des idées qu'il juge trop progressistes et en faveur des minorités. Les musées américains. Nous irons en République démocratique du Congo. Human Rights Watch a dénoncé le massacre de plus de 140 civils par le M23. Dans un rapport publié ce mercredi 20 août, Human Rights Watch accuse les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda d'avoir exécuté plus de 140 civils en juillet dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'ONU, le bilan pourrait dépasser 300 victimes. Écoutons reportage signé Africa News. Ce mercredi, Human Rights Watch a publié un nouveau rapport dénonçant les massacres perpétrés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda en République démocratique du Congo. Selon l'organisation, plus de 140 civils, majoritairement issus de la communauté Hutu, ont été exécutés sommairement en juillet 2025 dans au moins 14 villages proches du parc national des Virunga dans le territoire de Rutshuru. Des témoignages et des sources onusiennes estiment que le nombre total des victimes pourrait dépasser les 300, faisant de ces tueries l'une des pires atrocités depuis la résurgence du M23 en 2021. Ces violences semblent viser les forces démocratiques de libération du Rwanda, mais frappent avant tout des civils innocents. Human Rights Watch appelle la communauté internationale et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies à imposer de nouvelles sanctions aux responsables et à traduire en justice les commandants impliqués dans ces crimes de guerre. Ces violences tragiques rappellent qu'au-delà des négociations diplomatiques pour la paix dans la région, il est crucial de mettre en place des mesures concrètes pour protéger les civils de l'Est congolais. Que se passe-t-il avec Air Canada au Canada? L'Air Canada et ses agents de bord trouvent un accord provisoire. Les vols reprennent progressivement. Air Canada et le syndicat représentant ses 10 000 agents de bord sont finalement parvenus à un accord provisoire mettant fin à l'impasse qui paralysait une grande partie de ces opérations. Les premiers vols devraient décoller depuis mardi soir sur la compagnie aérienne. Voici un reportage à signer Radio-Canada. La grève a beau être terminée chez Air Canada, de nombreux voyageurs coincés au départ ou à l'étranger en paient encore le prix. Ils n'ont pas de solution, on ne peut pas les joindre, au niveau communication, c'est zéro, quoi. On est pris en otage. Certains ont réussi à avoir un vol de retour à quelques complications près. Philadelphie-Miami avec American Airlines. Et puis après, j'arrive jusqu'à Fort-de-France le 21, finalement. Alors j'ai comme un bon 24 heures dans les avions. En principe, j'ai un vol aujourd'hui, oui. J'étais censé retourner chez moi à Halifax dimanche soir. Sarah Lévesque et son copain ne savent toujours pas quand et comment ils reviendront à la maison. Notre vol est supposé être le 20 août, donc demain matin. Merci de regarder sur l'application d'Air Canada. Ça nous envoie un peu des messages contradictoires en nous disant oui, il y a des vols, non, il n'y a plus de vols. Dans les circonstances, Air Canada informe ses clients que le retour à la normale sera entre 7 et 10 jours. De nombreux clients vont voir leur vol annulé, malheureusement. C'est sûr que les vols internationaux, d'une manière générale, vont être une priorité. On va mettre la priorité aussi à ramener les gens le plus rapidement possible. Et le transporteur doit trouver des alternatives, précise Vol en retard. Si dans les 48 heures, ils n'ont pas trouvé de billet d'avion, ils vont offrir un remboursement. Le passager peut tenter de trouver un vol alternatif. S'il le fait, il trouve dans cette fenêtre-là d'autres vols, peuvent aller réclamer ces frais-là. Après 3 jours de grève, le gouvernement de Mark Carney se dit soulagé avec une entente de principe qui mettrait historiquement fin au travail au sol non rémunéré chez les agents de bord d'Air Canada. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, à Dorval. Et voilà, avant de refermer ce grand journal pour aujourd'hui, coup d'œil sur la météo. À quoi on doit s'attendre aujourd'hui, côté température. Voilà, dans la matinée, ciel très nuageux, avec des températures autour de 60 degrés Fahrenheit.
À 11h du matin, des averses sont prévues avec un léger redoux, 65 degrés Fahrenheit. Début d'après-midi, le temps devrait rester variable entre passages nuageux et quelques pluies légères. Température autour de 63 et 64 degrés Fahrenheit. En fin d'après-midi et soirée, retour de la pluie vers 17h. Voilà. Se poursuivant en soirée avec des températures décroissantes jusqu'à 52, 63 ou 62 degrés, 62 degrés Fahrenheit. Nuit, des pluies persistantes sont attendues avec des températures stables autour de 55 degrés Fahrenheit. Alors, pour un résumé utile pour la journée, temps mitigé avec des passages nuageux, plusieurs épisodes de pluie intermittente, température fraîche toute la journée, parfaite pour une veste imperméable. Activité extérieure, mieux vaut s'équiper pour la pluie et la parapluie ou perméable et prévoir des alternatives à l'intérieur, surtout pour la fin de la journée. Ok, voilà. Et c'est tout côté température pour ce aujourd'hui. Il faut un parapluie pour sortir ce mercredi 20 août 2025. C'est le terminus. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal sur Swag Radio. Erlich Dorelas était en micro depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir, passez un excellent mercredi. Le rendez-vous c'est pour demain pour le grand journal sur Swag Radio. Salut tout le monde.